question assez générale. Comment vous qualifieriez la philosophie en fait de votre programme ? Alors, pour reprendre quelques éléments, donc vous voulez offrir une cantine à 1 € pour tous et en même temps relocaliser toute la production agricole, fixer des prix planchers pour mieux rémunérer les agriculteurs. Est-ce que tout ça est compatible et est-ce qu'il n'y a pas en fait un risque de baisse des prix ? Est-ce que vous, en fait, c'est pas compatible de vouloir à la fois baisser les prix à la consommation tout en augmentant les coûts de production ? Alors, pour résumer, la première partie de votre question sur la philosophie générale du programme que défend Jean-Luc Mélenchon. C'est effectivement, on remet, un contrat social complet entre le pays et son agriculture. Et on le remet, un peu à l'endroit, c'est-à-dire qu'on part des besoins de la population, c'est-à-dire qu'on part des besoins sur l'alimentation. Il y a beaucoup de questions d'alimentation quand on parle d'agriculture, évidemment, et oui. C'est la première vocation de l'agriculture, de nos agriculteurs, c'est de produire de l'alimentation. Donc on parle des besoins en alimentation et on voit comment le projet se décline derrière pour produire une alimentation qui est saine, qui est produite localement et qui rémunère bien sûr ceux qui la produisent. Et ça, c'est, la philosophie générale du programme que nous présentons. Et donc, la question, il n'y a pas d'antinomie entre vouloir garantir un prix aux producteurs, et ça c'est vraiment essentiel, et on parlera à nouveau du revenu, de répartition de la valeur, je pense que c'est la clé de compréhension, et faire en sorte que les consommateurs puissent avoir un accès à l'alimentation dans la mesure où aujourd'hui certains prix sont inaccessibles ou augmentent de manière trop forte. Alors la première réponse, c'est quand le budget est autant contraint qu'il ne permet pas d'accéder à l'alimentation, ce n'est pas de compresser, de participer à la compression de toute la chaîne des valeurs pour que finalement le producteur soit encore lui un peu plus appuyé sur la tête, mais c'est de desserrer les taux et donc de redonner de l'air au budget des ménages, et notamment la mesure d'augmentation des salaires, d'augmentation du SMIC, elle participe à ça. Donc vous voyez qu'il y a une cohérence générale où aujourd'hui on voit que le budget des Français consacré à l'alimentation a été réduit de moitié en l'espace de 35-40 ans. Oui. Donc ça, c'est quand même aussi une problématique qu'il faut avoir en tête quand on veut parler de remettre tout ça à l'endroit. La dichotomie, ça peut être aussi dans ce que vous proposez par ailleurs, c'est-à-dire vous promettez une sortie immédiate du glyphosate, des néonicotinoïdes, une agriculture écologique partout, tout de suite, c'est-à-dire que vous avez assez rapidement, au terme d'une campagne, des baisses de rendement, des besoins de recrutement importants, donc un coût de production qui augmente aussi beaucoup, donc les prix structurellement vont être beaucoup plus élevés. Alors c'est le prix du coup qui va être payé aux agriculteurs qui va relever, parce que quand vous sortez... à la fin, c'est aux consommateurs quand même qui l'achètent. Non, mais oui, c'est toute la question. Alors là, on va pouvoir vraiment rentrer sur la question de la chaîne de valeur et de la répartition de la valeur. C'est là qui est notre joker, j'allais dire, et en tout cas la partie du programme peut-être que vous ne citez pas. Aujourd'hui, sur 1 € qui est dans votre assiette, 8 centimes reviennent aux producteurs, d'accord, et 15 centimes à la distribution, au commerce, 15 centimes à la transformation, 30 centimes. Donc 30%. Donc en fait, nous, ce qu'on dit, c'est que, et ça c'est dans notre programme, c'est qu'on va mettre des coefficients multiplicateurs pour que ces marges intermédiaires, finalement, ne continuent pas à appuyer à la baisse sur le prix payé aux agriculteurs, c'est-à-dire que même en renchérissant le coût de revient, on pourra rémunérer les agriculteurs pour leur production, je fais une parenthèse en réduisant la marge intermédiaire. Les marges intermédiaires de la grande distribution dans l'alimentation, elles ne sont pas non plus délirantes. Enfin, je vous ai donné les chiffres. C'est 15% de la valeur ajoutée qui revient à la distribution, 15% qui revient à la transformation. Il y a plein de produits pour lesquels ils sont à très faible marge. Oui, mais dans l'ensemble... Et avec la marge, ils payent les salariés de la grande distribution. Et Alors sur les marges de la grande distribution, vu les dividendes qu'ils versent, je ne suis pas trop inquiet sur leur niveau de marge, parce que vous savez aussi qu'ils font de la marge compensée, et qu'effectivement il y a des produits à faible marge, des produits à très forte marge. Donc nous, ce qu'on voit, c'est le cas général où on dit ces marges-là, il faut les compresser, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours... Donc en fait, vous imposez une limite de marge. Une limite décente où on arrête d'appuyer sur la tête des producteurs en leur disant nous, il faut qu'on garantisse chaque semaine des promotions avec un prix moins cher aux consommateurs, parce que sinon on fidélise et pour arriver à ça, comme nous on ne veut pas ni réduire nos marges
ni acheter, enfin, on va surtout pas réduire les marges, on va vous acheter moins cher. Donc ça, c'est la réalité de ce qui s'est passé, notamment avec les lois Egalim, je vous le rappelle, hein, sur les fameux seuils de revente à perte. Ça n'a eu aucun effet sur les prix aux consommateurs, ça a eu un effet sur la pression mise sur les producteurs. Et ça suffit pour absorber l'augmentation des coûts, juste jouer sur les marges. C'est il y a déjà, d'autres types de mesures. C'est déjà un premier pas. Quand je vous ai dit aussi qu'on augmentait le SMIC, ça veut dire que les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter mieux, ils vont acheter un peu plus cher, ils vont remettre du budget dans leur alimentation. Parce que, s'ils ne veulent pas augmenter la part de leur budget dans l'alimentation, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir un effet d'importation? Je ne le pense pas, parce que c'est déjà... on a fait croire trop longtemps aux gens que manger coûtait rien. Et c'est ça notre problème. On leur a dit finalement la nourriture, c'est un truc de faible valeur, moins vous mettez d'argent, mieux ça vaut. Et on fait croire que manger ne coûte rien, que l'alimentation ne coûte rien, et que donc du coup le travail des producteurs, il est insignifiant, il ne coûte rien, il ne vaut rien. Et donc vous voulez redonner de la valeur? On redonne de la valeur. Et effectivement, il va falloir que les gens comprennent aussi qu'on n'achète pas des aliments de qualité produits localement à rien, quoi. Je veux dire, à un moment, il faut aussi avoir cette réalité-là. Oui, ça coûtera. S'ils ont le choix entre la pomme polonaise, qui est moins chère, et la pomme française, qui le sera davantage, est-ce que vous bloquez les importations pour soutenir cette politique? La pomme polonaise, elle ne rentrera pas en France, parce qu'il est hors de question qu'on fasse rentrer sur notre territoire des choses qui sont produites plus salement, normes écologiques, à l'extérieur du territoire national, c'est-à-dire qu'on a des exigences en interne, mais il faut effectivement, à ce moment-là, il y avait l'exemple tout à l'heure du diméthoate, on interdira, voilà, comme ça a été fait, il est hors de question qu'il y ait ce dumping environnemental qui fasse que la pomme que vous citez arrive avec des conditions de production qui soient sans commune mesure avec celles qu'on s'impose ici pour avoir une nourriture et une production de qualité. Même chose sur le dumping social. Voilà, il y a un moment, ce qui marchait aussi, c'était le rôle de l'État régulateur et protecteur. Et nous, on prône ça, c'est qu'on ne peut pas... Et c'est la faillite aussi du marché. Tout le monde se gosse et se gargarise de la concurrence libre et non faussée. On voit la faillite extraordinaire où ça nous a conduit. C'est qu'aujourd'hui, plus rien n'a de valeur. Les produits rentrent et concurrencent sur des modes de concurrence et sur des niveaux de concurrence où il y a plus de... Enfin, c'est plus de la concurrence, quoi. C'est vous produisez avec aucune norme sociale, avec aucune norme écologique. Donc ça, c'est la faillite du modèle actuel. Nous, on dit on remet des filtres, on remet des limites, on remet un contrôle de l'État pour protéger notre agriculture. Alors, vous proposez aussi un chèque de 150 € par mois et par ménage à dépenser dans les circuits locaux. C'est une très belle idée. On a fait le calcul, 29 millions de ménages en France. Le coût annuel, c'est 50 milliards d'euros. Uniquement pour ce chèque. Oui, alors ce chèque-là, et c'est pas notre vision, j'allais dire, de moyen ou de long terme sur la façon dont on redonne accès à une alimentation de qualité. J'entends bien, mais c'est dans votre programme. C'est une mesure d'urgence là pour la question des 8 millions de personnes qui sont à l'aide alimentaire. L'idée étant plutôt d'aller sur des projets alimentaires territoriaux que l'on va multiplier et sur lesquels les financements vont être multipliés par 3 pour recréer des filières locales, d'accord, avec des distributions en circuit court, qui permettront notamment aux gens qui sont à l'aide alimentaire de bénéficier d'un accès privilégié avec des subsides publics. La Banque alimentaire nous disait qu'aujourd'hui, les gens qui sont à l'aide alimentaire, en moyenne, ont un panier qui a une valeur de 97 € par mois de biens alimentaires. Donc en fait, c'est sur une population ciblée. Sur une population ciblée. Et sur un temps ciblé. C'est pas sur tous les ménages. C'est pas sur tous les ménages, bien sûr. Bien sûr que non. Mais néanmoins, c'est pas dans le programme, les 150 sur toute la population. Mais je revérifierai, mais j'ai un vrai doute. Mais en fait, c'est pas précisé. Voilà. Ouais. Donc c'est la précision, c'est l'urgence. Nous, ce que l'on fait et notre expérimentation pour aller vers ce qu'on appelle une garantie d'accès à une alimentation choisie. C'est-à-dire que les gens, comme vous le dites, ne soient plus contraints à acheter la pomme polonaise ou des choses de basse qualité. C'est vraiment les projets alimentaires territoriaux qui permettent de relancer les filières, des filières vertueuses, puisque seront aidées effectivement les productions locales avec une bifurcation vers des modèles de production écologique, et que cela permettra d'avoir un accès localement à de l'alimentation à coût avec des subventions publiques pour ces publics les plus fragiles. Et ça, c'est vraiment, nous, notre façon d'envisager les choses sur du moyen et du long terme. Alors, c'est à moi. Je ne sais plus où donner de la tête. La PAC.
vous parlez donc d'un premier pilier divisé par 2 et puis d'un deuxième pilier multiplié par 3. Donc voilà. Alors, quel est l'objectif visé? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Et puis, est-ce que ça veut dire que derrière le plan stratégique national qui a été élaboré, on le déchire et on recommence? Alors oui, ça veut évidemment dire que le PSN, on va complètement le réviser dès le mois d'avril et jusqu'à l'été 2022 pour le réécrire. Je vous rappelle, et vous qui êtes des observateurs et des observatrices attentives. Été 23 ou l'été 22? Non, 22. L'été 22. On arrivera à l'écrire, il est déjà écrit alors. Oui, mais on le révisera, on le révisera. D'accord. Et donc je disais, vous qui êtes des observateurs, des observatrices attentives et attentifs, vous avez remarqué que le PSN tel qu'il était produit quand même a été bien épinglé, celui du gouvernement actuel et du ministre de l'Agriculture, c'est bien fait épingler sur le fait qu'il répondait assez peu finalement aux objectifs que nous nous sommes assignés collectivement, notamment sur la question d'avoir une agriculture plus vertueuse et une nourriture plus saine. Donc ça, c'est un truc qu'il va falloir effectivement revoir de fond en comble très rapidement. Et donc, c'est aussi la question de la PAC avec cet outil-là, comment on réoriente la production. Et donc, la question de vers quel type de production on va orienter ces aides, il va falloir effectivement remettre ça aussi sur la table pour que on aille sur aujourd'hui des aides couplées qui n'existent pas mais qui auraient vocation à devenir, j'allais dire, plus nombreuses et plus conséquentes sur, par exemple, la production de légumineuses pour la consommation humaine. Aujourd'hui, typiquement, on est en déficit dans ce pays-là de lentilles qu'on importe sans barrière environnementale ni sociale du Canada. Donc là, il y a un souci. C'est un plan protéines ou c'est plus alors non, large parce que ça? c'est pas parce que ce qu'on a du plan protéines aujourd'hui, il est quand même sur des protéines destinées aux animaux d'élevage en France. Il est beaucoup, et les aides couplées, vous l'avez noté comme moi, sont beaucoup sur des productions fourragères, sur du soja pour des protéines animales. Et comme nous, on prône aussi sur une décroissance progressive de la consommation de protéines carnées, ça veut dire que ça libère aussi des mannes financières pour réorienter les productions et en tout cas encourager les agriculteurs à les produire autrement. Et on ne peut pas encourager, et ça c'est un point aussi très important, et je ne peux pas ne pas en parler à ce moment-là, c'est comment on aide aussi les agriculteurs et les producteurs à réorienter leur production si on ne les sort pas de l'étau de la dette qu'ils ont aujourd'hui. Et ça c'est aussi dans notre programme, et c'est une des mesures fortes que l'on a, c'est qu'il faut désendetter les paysans qui ne peuvent pas faire de bifurcation, faire de réorientation, c'est-à-dire qu'on les a emmenés, c'est-à-dire quand je dis on, c'est les décideurs politiques, les pouvoirs politiques successifs depuis 60-70 ans, les ont amenés dans une impasse de production intensive. Aujourd'hui, ils sont dans cette impasse-là, avec des crédits auxquels ils sont complètement dépendants. Ils ne peuvent plus faire ni un virage à 90 degrés, ni un virage à 180, sans pouvoir se défaire de cette dette-là. Défaisance de la dette. Il va falloir trouver des solutions et on y travaille. Il faut mettre des sous là. Et là, oui, bah après, on va voir qui aujourd'hui provoque ou en tout cas maintient ces agriculteurs dans cette dette-là. Il y en a qu'il va falloir aussi qu'ils fassent des efforts sur revenir un petit peu sur leur dette, enfin sur les prêts qu'ils ont accordés. D'accord, vous parlez des banquiers. Notamment, quelques banquiers qui sont dans notre collimateur.